Salut tout le monde, surtout à nouveau tour de la table des besties, toujours avec Maïmna Mohamed pour briser les tabous et casser les barrières. Aujourd'hui, pas comme d'habitude, on va répondre aux questions, mais de manière un peu spéciale. On va piocher par hasard des questions pour y répondre. Et comme vous voyez, je ne suis pas seule justement, je suis avec deux incroyables invités que j'aime beaucoup et que j'affectionne, qui vont m'aider à encore et toujours briser les tabous. Je vous présente. Salut, moi c'est Traoré Farida. Je suis burkinabé, étudiante à Ottawa. Bonsoir tout le monde. Je pense que moi, vous connaissez déjà le visage. J'ai déjà intervenu sur l'émission précédente. Moi, c'est Fanta Mohamed. Je suis étudiante et entrepreneur. J'ai ma marque de cosmétiques qui s'appelle Sunwins. Enchantée les filles. Enchantée Maïmouna. Vous allez bien? Oui, ça va. L'été, comment ça se passe? Ça se passe. Ça se passe. Le climat canadien ne veut pas nous laisser bien profiter de notre été, mais on est là sur le Un climat bien bipolaire. Du coup, vous avez quelques idées des questions qu'on va aborder aujourd'hui? Moi, j'en ai aucune idée. Moi aussi. Moi non plus. Ok, du coup, on va commencer. Farida. Ok. Si t'avais une fille, demain, tu l'éduquerais comment pour qu'elle s'aime? Je lui dirais d'avoir confiance en elle. Je lui répéterai chaque jour à quel point elle est magnifique, elle peut tout faire. Si elle veut, elle peut devenir astronaute, si elle veut. Elle peut devenir ce qu'elle veut. Elle a le choix, elle est incroyable, elle est intelligente. C'est ce que je lui dirais. Moi en tout cas, je pense que moi, je dois d'abord apprendre à avoir confiance en moi, à finir d'expérimenter ce chemin-là, avant de savoir quoi dire à ma fille, parce que maintenant, là, je ne pourrais pas répondre à cette question. Alors que tu es incroyable. Merci. Elle est incroyable. Merci. Intelligente et magnifique. Chargée en bas. C'est bon, merci Maïmouna. Vas-y. Moi, je pense que d'abord, je lui dirais d'apprendre à s'aimer. Je lui dirais tout le temps qu'elle est magnifique, qu'elle n'a pas à être complexée d'elle, de son corps et tout. Et je lui dirais que la plus grande force d'une femme, le plus grand atout d'une femme, c'est ce qu'elle a dans la tête, c'est son intelligence, et que elle doit plus cultiver ces côtés-là. Et je lui apprendrai à aimer sa culture aussi, parce que s'aimer soi-même, c'est d'abord s'accepter en tant que tel, accepter le fait que tu es noir, le fait que tu viens de tel pays, accepter tes origines. Et c'est ça, je lui apprendrai à accepter ça et à être fière de ça, parce que ça fait partie de son identité aussi. That's right. Ok, comment as-tu appris la perte de cette personne? Moi, j'ai perdu ma grand-mère, mon homonyme, qui est aussi la maman de mon père. Et j'étais déjà ici au Canada. Je pense que c'était en 30 avril. Et sachant que moi, mon anniversaire, c'est le 2, moi, c'était quelques jours avant mon anniversaire. Et j'étais chez une amie que je salue au passage. Coucou Kumba. Coucou Kumba. J'étais chez elle, on discutait de mon anniversaire et elle devait me faire mon gâteau d'anniversaire aussi. Et ma soeur, elle m'a appelée, il était déjà très très tard au Canada, je pense qu'on était entre les minuit et 1h du matin, je m'en souviendrai toujours. Elle m'a appelée et elle pleurait, en même temps elle me disait que mon homonyme est décédé. Et moi, j'étais sous le choc parce que moi, j'ai une façon bizarre de faire mon deuil ou même d'exprimer mes émotions. J'ai tendance à enfuir les choses en moi. Je pense que je fais ça pour paraître fort, mais en tout cas, quand il y a un deuil en famille et tout, je vois tout le monde pleurer, tout le monde montrer ses émotions. Moi, je pleure jamais. La plupart du temps, je m'isole. Je deviens un zombie. J'arrive pas à réagir. J'arrive pas à montrer mes émotions. Et j'étais sous le choc ces jours-là. Je dirais plus que j'étais sous le choc. J'étais zombifiée. J'étais là en mode, j'avais mon téléphone sur l'oreille. Je parlais même pas. Je pense même pas que j'ai répondu à ma soeur. Finalement, elle-même, elle a coupé son appel et tout. Elle s'est dit, au moins, elle a la nouvelle.
Donc, j'étais là, j'étais pétrifiée. Mes amis sont venus me faire un câlin, me demandant ce qui se passait et tout. Et parce qu'elles avaient déjà compris que j'avais reçu une mauvaise nouvelle sans savoir c'était quoi. Et c'est là que je dis, ah, ma grand-mère, elle est partie, elle est décédée et tout. Et elles étaient là, elles essayaient de me consoler et tout ça. Et je dirais que heureusement que j'étais chez une amie, hein, parce que je sais pas si j'avais été chez moi toute seule, je sais pas comment j'aurais géré la situation. Et heureusement que j'étais chez elle, que voilà. Moi aussi. Moi aussi, j'ai perdu deux de mes proches, deux de mes grandes-mères. Mais j'étais Dans le ici. même intervalle? Genre, non. J'ai perdu ma grand-mère paternelle en novembre 2023. Et ma grand-mère maternelle, je l'ai perdue en juin 2024. Et je retournais au pays en juillet 2024. La même date, genre un mois pile. Genre, je Ouais, ça a retournais dû le être 26, dur. 25... Non, c'était vraiment C'est-à-dire difficile. un mois, juste un mois, Un mois. un mois, t'aurais pu l'avoir. Juste un mois plus tôt. Quand ma cousine même elle m'a annoncé le décès de ma grand-mère, elle m'a dit, genre, tu viens quand, tu peux pas venir plus tôt. Je comprenais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire, pourquoi elle me dit ça. Mhm. Et après, le soir, ma maman m'appelle. C'était vraiment pas facile la process parce que tu es T'es seule loin. ici, tu es loin, tu... Et genre, je venais déjà, dans mon billet était déjà là. Qu'est-ce que je fais faire? Genre, je suis... Non, C'est c'était difficile, vraiment, c'est c'était tellement vraiment di- difficile C'est vraiment, vraiment difficile. de gérer un décès en étant loin loin. de tout le monde. Mhm. Heureusement, pour moi, j'ai jamais eu à expérimenter ça. J'espère ne jamais expérimenter ça. Parce que quand moi, j'ai perdu ma grand-mère, j'étais au Mali. C'était le dernier jour du Ramadan, la veille du l'Aïd. Et pour appuyer, mon grand-père, il est décédé lui aussi la veille du l'Aïd. Wow. Du coup, on était assis au salon avec ma mère. Assise au salon plutôt avec ma mère. Elle a reçu l'appel de ma tante parce que mon père était parti donner de la nourriture à ma grand-mère, son dîner, comme il le fait chaque soir. Du coup, ma tante, elle appelle, elle pleure, elle dit, il y a l'ambulance devant la porte, on est venu prendre, on appelle maman, on est venu prendre maman, on est venu la prendre. Ma mère, elle dit, quoi, est-ce qu'elle est vivante? Et toi, elle dit, oui, elle est vivante, mais on dirait qu'elle a piqué une crise, elle est dans l'ambulance. On a appris plus tard que quand elle est rentrée dans l'ambulance, elle était déjà décédée. Du coup, quand ma mère elle m'a dit qu'elle est quand même vivante, je me suis dit, ok, il y a encore de l'espoir, on peut prier, elle va s'en sortir. Je croyais dur comme fer qu'elle allait s'en sortir, que demain matin, j'allais partir à la grande famille, on allait fêter ensemble comme d'habitude. Du coup, quelques heures après, peut-être 1h30 après, je me suis levée du salon pour aller dans ma chambre, pour dormir, parce que moi, je croyais vraiment que j'allais me lever demain matin. Elle serait là. Et je vois que ma mère, elle a reçu l'appel, elle a commencé à dire là. J'ai direct compris que là, c'était fini. Je suis partie, je lui ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, là, qu'elle repose en paix. Je l'ai dit, non. Elle m'a regardé, elle me faisait comme ça, si, oui, elle est décédée. Et je me rappelle, moi, je pleure très, très rapidement. Très, très rapidement. Surtout que avant ça, c'est pour ça que je ne voulais pas venir au Canada, justement. Parce que quand ma soeur, elle est venue au Canada, ma grand-mère, elle n'a pas du tout aimé. Du coup, quand moi, j'ai eu mon bac après, on a parlé et elle m'a dit, j'espère que tu ne vas pas partir comme elle. Je lui ai dit, ah non, t'inquiète, moi, je ne vais pas y aller, moi, je vais rester et tout. Du coup, quand je suis venue, surtout après son décès, parce que je suis venue 4 mois après son décès, ou 3 mois, j'étais pas à l'aise. Je me sentais comme si j'avais trahi une promesse ou une parole. Et ça m'a vraiment fait mal pendant longtemps. De toute façon, le deuil, ça se finit pas. On vit juste à... Ah, je vois bien maintenant pourquoi tu avais piqué, enfin, tu avais fait une angoisse, que tu voulais tout arrêter, retourner au Mali, et tu disais, vous comprenez pas, vous allez pas comprendre. Est-ce qu'il y avait ça aussi? Et c'était l'élément principal même, parce que je me sentais comme si j'avais trahi une promesse. Et surtout qu'un mort ne parle pas. Je comprends tellement. Tu vois, tu sais pas si la personne... a aimé ce que tu as fait là. Ou pas. Du coup, entourage... Moi, je pense qu'elle est très fière de toi là où elle est et qu'elle... je pense qu'elle t'en veut pas pour ça. Elle est fière de ce que tu fais, de ce que tu es en train d'accomplir. Et je pense qu'elle te protège de là-haut. J'espère. En tout cas, qu'il repose tous en paix. Amina. La mort n'arrête pas l'amour. Ça, c'est vrai. Passons à un sujet plus détente. Ne soyons pas tristes. Du coup, c'est quoi pour toi une relation saine?
Les amoureux des relations toxiques. Vous pouvez swipe. On peut swipe la question, s'il vous plaît. Je pense qu'une relation saine, ça serait plus une relation dans laquelle tu te sens à l'aise d'être ce que tu es. Tu fais pas semblant, tu portes pas un masque. Et je sais pas comment t'interrompre, mais même dans les relations toxiques, on est à l'aise. Hein. Non, tu sais qu'il y a certaines relations où il y a les gens portent des masques, la personne n'arrive pas à être totalement elle-même avec la personne fait semblant d'être quelqu'un d'autre juste pour que l'autre personne l'accepte et l'accepte. Et je pense que ça, c'est pas une relation saine, parce que tu n'es pas toi-même, tu te perds dans une relation. Ça, c'est le système des garçons en général. Oui, et je dirais pas, je pense que dans une relation saine, tu es complètement toi-même. Tu fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Et je pense que dans une relation saine, il y a l'équilibre, il y a l'entraide, il y a le soutien, il y a l'écoute, il y a la compassion, il y a l'empathie. Il y a tout ça qui rentre en jeu, ce qui n'est pas le cas. Il y a Dieu. Oui. N'oublions pas le principal. Surtout. Et dans une relation toxique, c'est plutôt le contraire. Non, dans une relation toxique, il y a plusieurs choses qui rentrent en lune de mire. Dans la relation toxique, on n'est pas plus à l'aise que dans une relation toxique. C'est juste plusieurs facteurs qui font que ça marche pas. Sinon, pourquoi vous avez été ensemble? Le début de la relation toxique, c'est en mode... On dirait que je connais la personne depuis longtemps. Vous vous comprenez, vous vous entendez très, 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 très bien. Vous êtes vraiment vous-même. C'est juste que les choses de la vie font que... Vous complétez dans la toxicité. Dans la toxicité. Genre, vous aimez ça, quoi. Voilà. Donc, en vrai, moi je n'ai jamais expérimenté une relation saine, donc je peux pas vous dire c'est quoi. Je pense que c'est commun de cette génération. Je pense que franchement... En vrai, moi, en mode d'été dans cette génération-là, je trouve tellement pas cette génération intéressante. Et moi j'ai tellement peur. J'ai envie de dire à ma soeur que j'aurais aimé vivre à l'époque de nos grands-parents, où l'amour pour moi c'était plus sincère, plus terre à terre, pas de questions d'argent, de jeux d'égo. Je viens, je vois tes parents. Même si c'était un peu des mariages forcés, arrangés. En vrai, un peu des arts. Mais moi, des fois, c'est ce que je me dis. Je pense qu'une fois, j'ai dit à ma mère que si je passe la barre des 30 ans sans avoir une relation sérieuse, bah, je vais demander à mon père de me chercher quelqu'un. C'est bien qu'il me trouve quelqu'un que je veux marier avec la personne. Soit tant que c'est pas forcé, tant que c'est ton choix. Moi, je pense que les mariages arrangés, là, ça le fait. Ça le fait en vrai. Moi, je pense que on a trop diabolisé ça. Ouais. On a trop diabolisé ça trop vite. On a trop vite. Vous voulez faire les féministes qui veulent pas de ça. En vrai, le mariage arrangé, si les deux parties veulent bien, ça va. Ça va. C'est juste, si tu es forcé, genre là, ça va pas. Ça va pas du tout. Mais si vous deux, vous êtes d'accord. Où est le problème? Vraiment. En plus, en règle générale, ça marche beaucoup. Oui, ça marche. Tous nos parents, presque tous nos parents, là, c'est le mariage qui sont là. C'est ça. Ils ont appris à s'aimer dans le mariage. La parole des grands-mères, l'amour vient après le mariage. Vient après le mariage. Je pense que c'est mieux comme ça. Moi, je trouve que c'est ce qu'il faut pour cette génération. Parce que mon cher... On va tous finir dans ça. Oh, mon cher. Non, ça, c'est une très bonne idée, Fanta. Merci beaucoup. Je vais faire comme toi quand je vais grandir. C'est mieux. C'est moins stressant. Et puis, il n'y a personne là. En plus, tu pourrais accuser quelqu'un. Papa, c'est toi, tu m'as amené l'autre là. Ouais. Maintenant, ça ne va pas marcher. C'est toi-même qui as choisi. Ça te regarde, quoi. Toi-même, ton propre choix, tu viens de dire quoi? Prends ça comme ça. Exactement. On passe à la prochaine question. C'est moi, hein? Oui. Bon, je choisis. Tu choisis là? Ok. Pour toi, l'amour implique du sacrifice ou se sacrifier serait mendier l'amour? Il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en lune de miel. L'amour implique des concessions. Moi, je préfère appeler ça des concessions que du sacrifice. Parce que pour moi, le sacrifice, c'est tu veux pas, mais tu n'as pas le choix. Or que faire des concessions, c'est je peux, mais je le fais pour notre bien. Du coup, je dirais concession. Hein. L'amour, c'est les concessions, c'est les compromis, c'est les réajustements, mais pas le sacrifice.
Ouais, ça dépend du type d'amour, du degré d'amour. Ah, mon cher. Qu'est-ce que tu attends par le sacrifice? C'est comme, je sacrifie ma carrière pour toi. Des trucs du genre. Ouais, mais ça dépend aussi de ce que tu reçois de la personne. De quel genre d'amour. C'est vrai. Tu peux pas être là à te sacrifier et puis de alors l'autre que tu côté. reçois rien. Voilà. Si, Moi, je pense que c'est comme tu as dit, la compromis. Mais un compromis qui vient des deux côtés. Oui. Moi, je pense la même chose. Je pense que ça devient un sacrifice quand le compromis vient d'un seul côté, quand les concessions viennent d'un seul côté. Voilà. C'est-à-dire que l'autre s'oublie pour l'autre. Là, ça devient un sacrifice. L'autre s'oublie complètement ou sinon s'efface complètement pour l'autre. Et je pense que ça va même pas tenir parce que l'amour aussi, c'est un équilibre en fait. Il faut que chacun investisse de son côté pour que ça marche. Si tu te retrouves à te sacrifier tout seul, c'est là que ça devient un sacrifice. Si tu te retrouves à faire des compromis toi seul, à faire des concessions toi seul et l'autre est là, il fait rien, il kiffe sa vie. Au bout d'un moment, tu vas te perdre et au bout d'un moment, tu vas tomber dans la dépendance affective et ça va plus, la relation ne va plus marcher. Mais je pense que juste le fait d'accepter de tout porter sur toi, ça éveille de la dépendance affective. C'est ça. Et ça va empirer les choses. Et c'est là même que tu vas commencer à tomber dans une relation toxique et tout. Et voilà, ça va pas fonctionner. Vous allez vous laisser. Et je pense que tout ça, ça sert à rien. Il faut d'abord penser à soi. Des fois, il faut être égoïste. Au final. C'est un égoïste. Au final, faut se choisir soi-même. Toujours. J'ai même avant j'étais. Always. Et quelle question nous avons ici? On t'a déjà comparé à un frère, une sœur, un cousin? Moi, on me comparait à ma sœur au niveau de la famille. Tout le monde disait que, parce que moi je suis quelqu'un de très très réservé, très très timide. Et mes tantes, elles disaient tout le temps que, surtout du côté paternel, elles disaient tout le temps que ma sœur c'est la plus joviale, c'est la plus gentille. Moi j'aime pas ma famille, je suis comme si, je suis méchante, je dis nanana. Alors que j'étais juste un enfant très très timide et très très réservé. Ça n'avait rien à voir avec le fait que je les aimais pas ou quoi que ce soit. Mais on m'a toujours comparé à elles par rapport à ça. Moi, c'était à l'école. Hein. Toi, c'était la famille. Moi, c'était à l'école. Les profs, moi, j'étais une élève très dissipée, très indisciplinée. Mon père même savait ça. Quand mon bulletin scolaire venait là, les autres commencent en haut. Mon père commence par la conduite. Il fallait que je justifie mes points. On dirait moi. J'étais très dissipée. Or que ma soeur, et à chaque fois, on tombe sur les mêmes professeurs. Et un professeur, il m'a dit carrément qu'il doute du fait que moi et ma soeur, on était élevés par les mêmes parents. Tellement que c'est l'opposé. Et en vrai, je m'en foutais. Mon frère, on lui disait à chaque fois, j'espère que tu n'es vraiment pas comme ta soeur. Là. C'est exactement la même chose qu'on fait à ma petite soeur aussi. Qui a dissipé? Toi, je ne sais pas qui est. Quand tu me regardes, tu ne sais pas que c'est moi. Je m'en doutais bien. Bon, on m'a tellement changé d'école à cause de ça, à cause de la conduite là. Non. Moi, je pense que la conduite, il ne faut pas que la conduite. On avait marre. Moi, tu dois connaître, fallait donc, on a dit attention une fois. Mon père a dit, on t'a dit attention là-bas. Moi aussi, j'ai dit attention ici, là-bas. Ok, attention. Je pense à. Je me rappelle qu'au lycée, il y a un de nos profs de philosophie qui avait conseillé à notre promoteur de créer un centre où les thérapeutes. Oui, un centre, les thérapeutes, oui, pour parler avec les élèves et tout. Et ça, devine quoi? Ça venait de qui? Pourquoi les dissiper? Mais je trouve que les professeurs m'appréciaient bien parce que quand ma mère était là, on disait, oh, vos enfants sont trop bien éduqués. Mais c'est le niveau conduite là qui m'aime pas. Parce que là-bas, ils vont dire leur vérité. Mais sinon, dans le fond, on m'appréciait bien. Du coup, je m'en foutais un peu que je sois comparée à mon frère ou à ma soeur. Vraiment, on t'appréciait. Moi aussi, on m'appréciait bien. Mais ça ne me le disait pas à moi. C'est à ma soeur, par exemple, qui va venir me dire que non, ce prof-là dit du bien de moi, dit que je suis comme si, tu peux pas être comme ta soeur, nanani. Moi, tu es dissipée, mais alors que à mon temps, là, on voulait te tuer. Je sais. Parce que scolairement, ça va. En vrai, ils nous aiment bien, nous les élèves comme ça. On est leurs préférés. Les jours où je suis absente, ils sont là en mode,
Ah, la dernière fois, tu n'étais pas là et tout. C'est nous, on met du piment dans l'œuf. Il y avait un de nos professeurs, notre prof de maths, M. Semega. Salut. Il a dit, à chaque fois qu'il voit ma soeur le matin, il sait déjà que sa journée ne va pas être bonne. Pourtant, c'était notre lever. Moi, je pensais menacer les profs. Papa et maman, si vous voyez ça, j'ai changé. C'est quoi? C'est quand elle était en terminale et tout, quand elle faisait le bac, je voyais tout le temps, elle restait à la maison parce que nous, on avait des heures de... On appelait ça comment? Heures creuses. Voilà, nous, on avait des heures creuses des fois, mais les heures creuses, c'était pas tout le temps. C'était par exemple une fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine. Et Maïmouna, je voyais les autres rentrer à 8h30, mais quand t'as heure creuse, tu rentres à 10h30, un truc. Moi, je disais, quand j'essayais d'intervenir, je dis, ah, mais maman, ça, c'est pas normal, hein. Moi, j'ai fait le même lycée et tout, c'est pas comme ça et tout. Elle commence à exploser partout. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es plus là-bas. On a changé les choses. Elle a tellement matrixé ton maman, genre, elle a... En plus, le pire, c'est qu'on la croyait, tu vois. Elle se mettait dans tous ses états. Elle en faisait une guerre. Laissez-moi tranquille, on va changer de sujet. C'est toi qui dois appuyer la prochaine question. C'est toi. Oh mon Dieu. Tu penses qu'on peut vraiment désapprendre le colorisme? Nous, cette nouvelle génération peut le faire, mais nos parents sont déjà formatés. Ouais. Je pense que on est bien parti. On est très bien parti. Oui, parce que... Même si chez nous encore, il y a des jeunes filles qui c'est... Oui, mais genre, c'est un peu comme une honte. C'est ça, tu vois. C'est vrai. Parce que si c'était comme genre un peu normal, genre en mode, quand on te voit, tu te tchas, on te parle pas, ça... Ou tu vois, elle se cache. C'est vrai. Pour se tchas. Elle n'assume pas. Elle n'assume pas. Mais si c'était genre un truc, tout le monde le fait... normalisé. À découvert comme ça allait être un problème. Mais le fait qu'on se cache tout genre, bon, faut pas que je vais dire, elle se cache. Le fait que elle se cache pour faire là, ça veut dire que ça va, genre... C'est tabou. Voilà, c'est toujours tabou. Et quand c'est tabou, c'est que c'est bien. C'est bien. Je pense que là, quand même, notre génération, ça va. Ouais. Parce que je dirais que j'ai eu à faire ça. Ma soeur, elle le sait, j'ai eu à utiliser des produits décapants et tout. En plus, je me cachais pour le faire. Une fois, ma mère allait fouiller dans ma chambre. Et je pense qu'à l'époque, ma mère, elle disait tout le temps, mais toi, là, tu as trop éclairci. Hein. Une fois, mon père, il est venu, parce que mon père, il est pas tout le temps là et tout. Et une fois, il était là, il était présent. Et j'étais au salon et tout, on discutait avec ma maman et tout. Et d'un coup, comme ça, mon père, il m'a regardé. Il a dit, mais toi, tu deviens jaune, hein. Elle a dit que je la soupçonne d'utiliser les produits décapants et tout, mais je n'ai pas de preuves. Donc, et puis surtout qu'elle n'assume pas. À chaque fois que je lui dis, elle est là en train de dire que non, elle ne fait pas ça, nanana. Du coup, je n'ai pas de preuves contre elle, je ne vais rien dire. Et une fois quand je suis partie à l'école et tout, ma mère, elle a fouillé dans ma chambre, elle est tombée sur les produits là, elle n'a rien dit. Le soir, quand mon père est rentré du travail et tout, on était tous au salon, elle est venue déposer les... Et de toute façon, j'ai trempé. Elle est venue déposer les produits et tout, sachant que dans ma famille tout le monde utilise Mixa. Et mon père il dit que qui t'a acheté ça, de base tu utilises Mixa et c'est moi j'achète ça pour tout le monde, ou soit c'est ma maman qui achète, c'est soit mon père qui achète, soit c'est ma maman qui achète. Depuis quand tu utilises ça et tout, je peux te voir utiliser ça. Après elle dit non, vas-y, continue d'utiliser, tu sais. Et il m'a dit, c'est un conseil qui m'a fait vraiment changer ça. Il m'a pas frappé, il m'a pas insulté. Au début il avait dit, je t'interdis d'utiliser ça. Après il a dit à ma mère de me donner, de me laisser utiliser. Il a dit, quand tu vas avoir 40 ans, 50 ans, que tu vas avoir des problèmes de peau, quand tu vas attraper le cancer là, ça sera pas de ma faute, ça sera ce que toi-même tu as cherché. Après, il m'a dit comme quoi, il m'a dit aussi, tu auras beau faire des grands progrès dans ta vie, tu vas faire des grandes réalisations, mais à la fin de la journée, tu t'aimes pas, tu n'es même pas fier de toi, tu n'es pas fier de ta couleur de peau. Du coup, des trucs à faire pleurer. Oui, du coup, qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu vas faire des grandes réalisations, mais toi-même, tu n'es même pas fier de ça. De toi, tu es complexé. On va très vite. Tu ne t'aimes pas toi-même, tu seras jamais heureuse. Wow. Tu auras tout l'argent du monde. Tant que tu prendras pas le soin de t'aimer toi-même. Lui, là, il frappe pas. Oui, c'est ça.
C'est comme ça, Et il dit, l'amour pour soi, ça commence par le fait de t'aimer soi-même, d'aimer tes origines, d'aimer ta couleur de peau, d'être fier de ça. Comme ça, partout dans le monde où tu iras, personne ne pourra te complexer. Tu pourras te tenir face à n'importe qui. Mais si c'est ce que tu veux faire, continue de faire ça. Il faut pas apprendre à t'aimer, hein. Continue comme ça. Je te jure que depuis ces jours, j'ai banni ça de ma vie en fait, parce que à chaque fois c'est les mêmes paroles de mon père qui résonnaient dans ma tête et tout, et j'ai appris à aimer ma peau telle qu'elle est. Et surtout qu'on m'a toujours dit que j'avais une très très belle peau. Je savais même pas pourquoi je faisais ça. J'ai une copine un peu bête là, parce que elle a toujours été plus claire que moi et mon petit frère. Du coup, un jour j'ai posté une vidéo de moi et ma soeur. Elle vient réagir à ça. On n'était pas jeunes, on était au lycée à l'époque. Du coup, tu as un peu de maturité. Elle réagit, elle me dit, mais pourquoi toute ta sœur est claire et vous êtes noire? Moi aussi, je pense que c'est ça qui m'avait fait commencer à utiliser les produits décapants, parce que notre maman, elle est vraiment très claire et tout. Et moi, quand j'étais petite, j'étais encore plus claire que maintenant. Et à un moment, j'avais mes camarades du second cycle que je voyais plus. Et quand on s'est revus une fois, il y a un d'entre eux qui m'a dit comme quoi, mais toi, tu étais très claire avant, t'as noirci. T'as vu? Et je me suis dit, je commence à noircir. Je commençais à demander à mes amis, est-ce que j'ai noirci? Et tout le monde me dit, oui, c'est bizarre. Quand on était au primaire, au second cycle, t'étais vraiment très claire et tout. Mais maintenant, au lycée, tu commences à noircir. T'as vraiment noirci. Et c'est là que j'ai commencé à utiliser les produits décapants pour avoir mon temps d'avant, en fait. C'est toujours comme ça. Même moi, on me disait, parce que je pense que quand tu es plus jeune, c'est normal que tu sois plus clair. Oui, bien sûr. Parce qu'en grandissant vers l'adolescence, j'avais noirci. Moi, c'était carrément les amis à ma mère. Ils étaient là en mode. Et elle disait le nom de ma mère, c'est Maïmouna qui a noirci comme ça. Et moi, je ne comprenais pas. Moi, je ne me voyais pas en tant que noire. Enfin, j'avais la même couleur de peau. C'est elle-même qui t'encourage à tout gâter et tout. Moi, ça n'a jamais marché sur moi, heureusement. Surtout, c'est la société. En plus, il y a certains hommes qui disent que c'est les femmes qui sont claires, qui sont les plus belles. Voilà, c'est vrai. Est-ce que tu sais que je voulais parler de ça? Parce qu'on a parlé du côté des filles qui se dépigmentent et tout. On n'a pas parlé le colorisme des hommes, genre. Le colorisme est très, très présent en Afrique. Ouais, si c'est chez eux, là. Les femmes claires, c'est les plus quoi? C'est les quoi? Or que, bon, chacun a sa couleur de peau à la fin de la journée. Tout est beau, on est noir, on a beaucoup de teintes, on a beaucoup de shades différents, c'est beau, tout le monde est beau dans... Même tes marrons que nous on a là. J'aimerais parler de ça, parce que moi, il y a des périodes de ma vie où je suis claire, j'ai pas une couleur de peau. C'est notre peau qui est comme ça. C'est ça. Et des gens acculturaient ma cuisse de me dépigmenter. Je suis là en mode, oui. Quand on me demande, quand je dis je mets des jours clairs. Parce que moi, comment est-ce que moi je peux vraiment passer d'une carnation à une autre en une soirée? Mais c'est ça la peau noire. C'est ça, du coup tu vas me dire, oui, tu te dépigmentes. Genre, quelle dépigmentation va me faire éclaircir en une soirée? Je mets 2 jours clairs. Sachant que les gens de personnes qui posent des questions comme ça, ils cherchent à ce que tu leur dises que tu utilises tel produit, parce que oui, au fond, elles-mêmes, elles sont en train de chercher des produits comme ça et tout. Et elles font genre, elles te posent des questions pour aussi aller utiliser ton tel est trop uniforme, elles veulent le secret, quoi. C'est ça. Mais ce que j'aime bien avec notre génération, parce que je pense que de nos jours, de plus en plus de gens en parlent, et franchement, les gens, ils sont plus fiers de porter leur couleur de peau en ce moment. C'est la révolution actuelle, et il y a des marques cosmétiques qui sont en train de se créer par des femmes noires pour mettre en valeur la peau noire, pour mettre en valeur nos cheveux afro, et je trouve que ça, c'est vraiment bien. On apprend à se revaloriser. On a pris beaucoup de temps à le faire. Tu sais, il n'y a pas moins de 70 ans, on était encore enchaînés dans les champs de coton. Je pense pas qu'on avait trop le choix de faire des business. Je pense pas qu'on avait le choix, mais ça vient. Maintenant qu'on nous a laissé vivre, on a le choix. C'est ça, on n'avait pas déconstruit cette mentalité du colon, et on n'en était même pas conscient. Mais maintenant, on s'est dit que l'esclavage, c'était pas seulement dans les champs, l'esclavage, c'était pas seulement pendant l'époque de l'occupation aussi. Pas pour te couper, mais l'esclavage, c'est même dans cette nouvelle société patriarcale. Parce qu'avant, la société africaine était matriarcale. Oui, j'ai vu une vidéo qui parlait de ça. Oui, parce que quand les colons sont arrivés, il y avait des femmes guerrières, des femmes partout. Les Amazones. Oui, du coup, pour eux,
C'était pas possible. Voilà. Parce que chez eux, les femmes sont à la maison. parole. Elles ne peuvent même pas voter. Exactement. Or que chez nous, quand on dit la nuit porte conseil, c'est tout le monde va chez sa femme pour lui demander conseil et revenir. Il y avait même des sociétés où l'enfant portait le nom de famille de sa maman. Oui. Ils sont venus tout Ça existe toujours. Oui, mais on est en train de le déconstruire. On est en train de Le sortir de patriarcat ce... est tellement imposé dans le monde maintenant. Je pense que On ça s'en va. rend pas compte. Je pense que ça On va, s'en ça va rend partir. tellement Moi, pas compte. ce qui m'a choqué une fois, je devais faire... comment dire, autorisation de voyager. Parce que je n'avais pas encore 17 ans. Du coup, 18 ans je vais dire. Du coup, je suis partie avec ma mère pour le faire. La dame a dit à ma mère qu'elle ne peut pas faire ça pour ma mère. Je dois venir avec mon père. Parce que, qui sait si ma mère veut fuir avec moi. Ma mère a dit, qui sait si son père veut fuir avec elle. Elle a dit, mais à la fin de la journée, elle est partie à son père. Exactement. Normalement, Moi aussi, les deux ça m'est parents peuvent déjà le faire. arrivé. Pour moi, aussi, ça l'enfant m'est appartient déjà aux deux parents. Oui. Normalement. Mais tu connais sais, maman, c'est elle qui a Même le signé nom ce de jour-là. famille. Même le nom de famille. Genre, on porte pas le nom. On pouvait porter eux de leur nom de famille. Oui, La femme même n'a même pas de nom de famille. c'est vrai. On n'a pas de La nom dernière de fois, famille. j'ai Tu vu- gardes pas ton nom de famille. J'ai vu un tweet quelque part, c'est là que j'ai réalisé. On n'a Est-ce pas de nom de que famille. tu réalises ça? Ça frappe fort. Ça frappe très très fort. Tu n'as pas de nom de famille. Une fois, moi, je discutais avec un ami et tout, et je lui ai dit que, je sais pas, hein, peut-être que mon mari ne va pas accepter, mais je ne vais pas porter un enfant 9 mois et dire que cet enfant-là ne va pas porter mon nom. Je dis que, en tout cas, moi, mon enfant, il portera mon nom et celui de mon mari. Mais de la société latine, c'est ça? Le nom du père, c'est au milieu, et le nom de la mère, c'est à la fin. Dans la société latine, c'est comme ça. Eux, ils ont tout compris. Nous, on est en retard encore. Est-ce que... Je pense que c'est presque la même question. Est-ce que dans ton entourage, on valorise inconsciemment les teints clairs? C'est la même question. Je pense qu'on peut swiper. Hein. On a déjà touché à la question. Ouais. Ok. T'as déjà eu envie de tout laisser tomber et de rentrer? On a déjà répondu à pour moi il y a quelques minutes. On swipe encore? Mais vous, je pense que vous avez jamais eu cette envie-là. Ah, non. Parce que rentrer pour faire quoi? Je vais pas m'asseoir ici d'avoir fini avant de rentrer. Comment ça rentrer? Laissez tomber, Ah, en tout cas. On est là pour rester. Moi, En non tout plus, cas. j'y ai pas. J'ai Et jamais faut pas pensé. dire on est là pour rester et puis ils vont dire hey! Ils vont commencer à nous accuser de tous leurs problèmes. On va rentrer. On va rentrer chez nous. On va rentrer chez nous. Pardon. Ah, ça sera bien. Attendons d'avoir. Ne vous inquiétez pas. Oh, ok. Quel a été le moment le plus dur quand tu es partie? Bon, je crois que je l'avais dit, c'était avoir trahi une promesse, si on peut le dire. Et toi? Elle n'a pas eu de moment dur. J'ai pas Elle n'a pas eu. j'ai pas eu de. Moi, j'étais contente. J'étais contente de partir, c'est vrai. Mais comme je suis la grande sœur, laisser mes petits frères Oui. derrière, non. C'est, si je vais dire... Le manque. Ouais, le manque de mes petits frères. C'est ça le C'est moment dur le plus de- dur, ouais. Parce que tu les vois comme tes enfants, en vrai. Et aussi, je n'ai pas ma petite soeur pour l'envoyer partout là. Ça me fait vraiment beaucoup mal. Vraiment, tu as couché sur ton lit. Tu dois te lever pour aller faire ci et ça. Je te jure. Hey, C'est vraiment nos servants. vraiment. Non. Mais moi, j'étais plus quand je devais gérer certaines choses par moi-même. Sachant qu'au Mali, j'étais assez habituée à un certain confort. Et que ici, je devais manager mon argent de poche. Like, à la maison, je me réveille, il n'y a pas de pâtes. Est-ce que c'est mon souci? Il n'y a pas de dentifrice. C'est mon souci, c'est pas mon souci. Voilà. Ma mère, elle va s'en occuper. Je n'ai plus de pommade pour mon corps, ce n'est pas mon souci. Je n'ai pas de gommage, ce n'est pas mon Les souci. factures. Les courses même. Les factures. Oui, la Tu nourriture. sais même pas où la viande sort, c'est même pas ton problème. Ah, Le tout cas, frigo ça me n'est pas regarde rempli, pas. ce n'est pas mon problème. La nourriture n'est pas, la nourriture n'est pas prête, ce n'est pas mon problème. De toute façon, ça va être prêt. Des trucs comme ça et que moi, je vais gérer tout ça. oui. C'est ça le pire. Gérer ton autonomie et tout, en tout cas. Ça, c'est ça le plus difficile. C'est là que tu réalises que ouais, les parents, mine de rien, Ils ont travaillé, hein. Je te jure. Être responsable de toutes ces personnes-là. Et c'est pour ça, l'autre jour, j'avais une vidéo, ils ont dit, les parents, ils ne disent pas tout.
Comment est-ce qu'ils ont pu inscrire autant d'enfants, nous nourrir? J'ai dit, ah, Je te jure. ils vont dire la vérité. Je te jure. C'est beaucoup- incroyable. Pas c'est que beaucoup- financièrement, mais c'est toi qui... Tu es responsable de l'éducation, C'est de ça, ce que la personne va devenir. On va dire, c'est toi. C'est toi qui manages tout. Auprès de Dieu même, c'est toi. En plus, le pire, c'est que Non. tu rentrais de l'école, tu venais trouver que tout est prêt, la nourriture est là, tout est là. Sachant que tu sais que la maman, elle travaille, surtout les mamans. C'est vrai que les papas, ils font beaucoup, mais les mamans, c'est eux qui tiennent. C'est l'équilibre de la vraiment. famille. Oui. La bonne dame, elle est là, elle travaille, elle part le matin au travail, le soir, elle revient. Mais quand elle revient à la maison, toi, tu viens trouver que tout est OK. Il y a On la dit même nourriture, il y a il tout. faut que la nourriture soit prête avant que les enfants reviennent d'école. On dit ça même. Franchement. C'est pas facile. Franchement, chapeau les mamans. Chapeau les papas aussi. Les mais parents, vraiment, bon, chapeau les Chapeau les parents. Ah, on aura faire ça. Ok, Fanta, c'est toi qui pioche. Si tu avais su, tu serais quand même partie. Si t'avais su quoi? Si j'avais su ce qui allait se passer. La réalité. La réalité, la dure réalité. Je serais partie, mais pas ici. Nous tous. Parce que ce que le Canada est en train de devenir là, franchement, Franchement- ce sujet, faut qu'on en parle. Il faut trop comme si nous, là, on vient ici, là, c'est gratuit. Merci. Je pense que leur économie tourne à partir Je te jure. grâce à nous. Grâce à nous. Il faut arrêter. Il y à a un moment des donné. étudiants, il y a des Canadiens, ils savent même pas combien les étudiants internationaux ils payent comme scolarité. Et quand tu leur dis, ils sont tellement choqués. Ils sont choqués. Et puis, on est beaucoup dans les salles comme ça. Je te jure, imagine le nombre d'universités de... Ouf, Seigneur. L'économie tourne en grande partie grâce à nous. Bah Donc, oui. Ça, c'est clair. respectez-nous. Respectez-nous. En fait, tournez votre économie. Vraiment. On est pas là par charité. Hein. En tout cas. Vraiment. C'est pas la charité. Non, check. L'école coûte extrêmement cher. À part l'école, même vivre ici, là, même là. Tu dois dépenser. Tu sors dehors, juste tu respires là. Tu as à dépenser. Ouais, le coût de la vie est extrêmement Est cher. élevé. On vit ici dans des conditions alors que dans le pays là, Ah! vous savez pas comment on vit On chez vit vous. bien des. On vit bien Hey. chez vous, vous ne vous voyez, vous n'avez pas vu. Parfois, tu te regardes, tu as péché de toi même quand tu es sous la Je pluie. jure. Le bus, moi c'est quelque chose, ça m'a tellement énervé. Ouais, c'est ça le plus énervant. Et Regarde chez toi, tu te lèves, tu prends la clé. Vite fait, Fais est-ce partie. que tu connaissais même bus? Genre, il n'y a pas de bus même. Il n'y a même pas de bus chez nous. Bus, c'est quoi? Non. Ah mon cher. C'est vraiment, je pense que je serais quand même partie juste pour l'expérience. Le fait que j'étais habituée à un certain train de vie chez mes parents, le fait que je viens ici, ça m'apprend à être autonome, ça m'apprend, surtout même économiquement parlant, ça m'apprend à gérer mon argent de poche parce que je sais Ouais. que That's right. si je dépense bêtement mon argent de poche, je sais, moi, je serais dans le rouge. Et... On a tous une fois vécu ça. C'est ça, en plus, tellement mon papa, il me connaît. Tu te rappelles ce que papa, il m'a dit? Il m'a dit, c'est toi, tu aimes dépenser inutilement. Si tu vas dans le rouge, moi, je veux pas te dépanner. C'est pas facile, de. Vraiment. C'est ça. Du coup, ça apprend vraiment à être autonome. Et je pense que c'est ça qui est bien dans la chose. Ça Oui, la t'apprend- responsabilité. Oui, la Ouais. responsabilité. Parce C'est mon que tôt tour. ou tard, faut bien que tu te responsabilises. C'est ça, quand je voulais pas venir, c'est ça que mon père m'a dit. Il m'a dit, si tu pars pas pour les études, là, un jour, tu partiras pour le mariage. Il dit, ah, ok. Et puis tu seras pas faite. C'est ça, on n'est jamais assez près. C'est mon tour. Ouais. On a déjà parlé de ça. Est-ce que tu trouves que les standards de beauté africains sont toxiques? Elle est toxique. On a parlé de ça. Ouais, on a parlé de ça dans le colorisme. Tu crois à la bonne personne, mais au mauvais moment? Oui, Moi aussi. moi je crois. Je crois bien. Je crois dur comme fer même. Parce qu'il y a des gens qui disent que si c'était la bonne personne, elle ne serait pas venue au mauvais moment. Mais Peut-être Dieu voulait te montrer. Genre, son avant quoi. Avant, après quoi. Mais parce qu'il y a des personnes, tu sais que tu les aurais rencontrées peut-être dans 5 ans ou 3 ans. Les choses se seraient vraiment bien passées. Parce que quand vous êtes connus, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de mire. Les blessures, les traumatismes, beaucoup de choses. Du coup, ça a fait que la relation a été un peu brouillée.
Je suis d'accord avec vous. Je pense que les mauvaises personnes nous apprennent à être les meilleures versions de nous-mêmes. Ils savent faire ça. C'est ça. Ils sont... En fait, il n'y a pas de mauvais ou de bonnes personnes. Je En pense vrai. que Dieu envoie chaque personne dans nos vies. Je pour pense nous- que c'est une question de mauvaise personne, bon moment, mauvaise personne. Oui. Je pense que c'est une question de ça. Si, c'est ça. Ouais. C'est ça. Dieu, La bonne personne au mauvais moment. Dieu il sait ce qu'il fait. De toute façon, tout est beau à apprendre. En tout C'est cas, des bonnes expériences à la fin de la journée. en fait, et à la fin là, c'est Dieu qui va décider de Qui va c'est- rester ou pas. Voilà, qui va rester. Si c'est lui ton bon moment, ta bonne personne, en tout cas. En tout cas, En plus, on est tous les mauvaises personnes dans l'histoire mal racontée de quelqu'un. En fait, mais on est Mm. obligé. Non, moi je pense que tu peux pas juste vivre comme ça et puis être juste. j'ai pas été mauvais en amour, mais Tu peux pas savoir. Tu peux c'est pas ça. savoir. La manière dont toi tu ressens les choses, c'est pas comme ça. Peut-être moi je ressens les choses. C'est Ce vrai. qui est, Peut-être. c'est ça qui est magnifique. Dieu nous a créés tous différents, d'une différente manière de processer nos c'est ça. émotions. Donc, pour que nous, c'est avançons. je pense que c'est moi. Tu crois que le deuil peut changer la personne qu'on est? Pas la personne en tant que telle. Après, moi, j'ai vu ça dans une série. Il est devenu vraiment. Bon, on va dire le nom. Kanye West. Quand tu regardes sa série sur Netflix, tu vois que tout a commencé après la mort de sa mère. Moi, j'ai pas regardé sa série, mais je le vois en tout cas. Tu vois, non? Mais quand tu regardes sa série sur Netflix, Jesus is King, tu vois que franchement, dès la mort de sa mère, il a totalement changé. Mais sinon, en règle générale, je pense que le deuil, ça change juste notre perspective des choses. Tu prends le temps de plus. Ça te rapproche aussi de ta famille. Parce que tout peut changer à tout moment. Oui. Tu te rends compte de ça. Oui, tu enrichis plus les liens familiaux, tu prends soin et tu mûris aussi. Le deuil, ça fait mûrir. Pas forcément. Il y a des gens aussi qui changent en mal, comme Kenny West. Oui, Ah, ça et aussi. moi je dirais que ça c'est surtout parce que ça dépend de la personne que tu perds. Quand tu perds un repère, quand tu perds ton repère et qu'il n'y a plus personne qui peut prendre la place de ce repère-là pour te guider, forcément tu tombes en fait, tu tombes dans le mal parce qu'il n'y a plus cette personne-là qui... Il y avait quelqu'un Pour te qui diriger. te tenait, il y avait quelqu'un qui te dirigeait. Maintenant que cette personne n'est plus là, tu es dans le néant, tu n'as plus de repère. Et il y a plus personne pour te dire que tu fais ça mal, tu dois faire ça comme ça. Il n'y a plus personne pour te diriger en quelque C'est sorte. vrai, dans ce cas, ça fait mal se passer. Et je pense que la plupart de nos princes africains, ils nous ont appris que eux, ils n'étaient pas éternels. Mine de rien, Eh, mais je déteste qu'elle dise ça. Ouais. Oui. Je déteste. mais je pense que c'est bien parce qu'ils nous Il apprennent. nous rappelle ça. Oui, ils nous le rappellent et ils nous apprennent à prendre conscience que non seulement ils ne sont pas éternels et il faut que nous, on arrive à tenir quand et ils ne seront pas là. Je pense qu'ils préparent l'après-mort avant même d'être morts. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Ça empêche des situations comme ça, comme celui de Kanye West. En temps normal, les parents même doivent être éternels. Mais Dieu sait ce qu'il Si fait. C'est seulement. ça, si seulement. Mais je pense qu'il y a aussi la foi aussi. Je pense que la foi, elle fait beaucoup tenir en cas, Oui, c'est vrai. en cas de deuil et tout. Parce que quand tu regardes l'histoire de la fille qui est décédée au Canada ici, là, j'ai oublié son nom. Alexandra. et tout. Oui, Alexandra, sachant qu'elle était l'unique enfant de sa maman et tout. Mais là, maintenant, sa maman, elle s'est relevée. Elle le dit que c'est sa C'est- foi qui l'a fait tenir. Elle Quand se tu dit crois que en c'est Dieu. une épreuve, que voilà. Je pense que c'est plus difficile pour les gens qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas de foi. Je pense Tu vois ça en Pas tant de qu'injustice. repère, oui. Oui, et ils vont, ouais, Parce et ils que vont chez vraiment nous, voir ça comme chez nous en injustice. islam, on nous a appris à toujours dire Alhamdulillah, Rabbil c'est ça, Alamin, c'est à la lui qu'on volonté appartient. de Dieu. Oui. Il nous On parle quand il appartient veut. à Allah et on retourne à Allah. C'est ça. C'est difficile à... C'est difficile, mais C'est Oh. ça qu'elle a. C'est quoi la plus grosse leçon que la vie à l'étranger t'a apprise? peut-être, ça m'a pas appris d'abord, comme j'ai pas Moi fini. aussi, c'est ce que je voulais dire. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini, peut-être ça va venir après. Peut-être. Bon, moi je dirais pas que c'est une leçon en tant que telle. Parce que moi personnellement, à chaque fois que
j'ai eu des difficultés et tout ici, il y avait des gens pour me soutenir. Je me suis jamais sentie totalement seule ou abandonnée comme la plupart des gens. Moi, à chaque fois que j'ai eu des difficultés ici, il y avait quelqu'un quelque part qui était là pour m'aider. Et des fois, ça me faisait vraiment réfléchir. Je me dis, je pense que la leçon, c'est qu'il faut faire du bien autour de toi. Quand tu es quelqu'un de bien, le bien te revient. Oui, le bien te revient. Et c'est ce que je disais tout le temps à ma maman. Je dis, le fait que tu étais tout le temps là pour les enfants des gens, le fait que tu as beaucoup aidé les gens, moi, aujourd'hui, ça me sert et tout parce que partout où je vais, quand j'ai des difficultés, il y a des gens qui m'aident. Et je pense que ça vient en partie des bienfaits que tu as sémés. Exactement. Attendons dans 10 ans pour voir ce que ça va nous montrer à nous. Vraiment, attendons. Peut-être de l'autonomie. Ouais, ça c'est la vrai. Responsabilité, forcément. Ça c'est vrai. Mais bon, une grande leçon. Juste toi-même, tu te dis, ouais, je vais dire que ça à mes enfants. J'ai pas vu ça. Souvent, il y a de ces genres de situations, je dis, je vais dire à mes enfants qu'à mon temps, là. C'est ça que j'ai vécu. Ça, ouais. Comme ce que nos parents nous ont fait. On t'a déjà dit, tu as de la chance d'être là, alors que tu étais au bout de ta vie. Genre, t'as de la chance d'être vivante ou Non, bien... au Canada ici. Ah, ok. Je pense qu'on nous a tous déjà une fois dit ça. Ouais, forcément. Tu as de la chance d'être là, alors que vous savez pas Au c'est moins, toi, au moins, tu es ici. Oui, c'est ça. Or que ce qu'on fait ici, ce qu'on subit ici, là, tu sais pas. Ça, je pense qu'on a besoin de beaucoup discuter sur ça. Vraiment. Ouais, en plus, ce que je dirais juste aux gens, moi, c'est juste un conseil que je vais donner, même pas par rapport à ici et tout. C'est pas parce que, pour vous, quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose, vous dites forcément que la personne, elle a réussi, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est pas forcément ça. Hein. Derrière cette facette de réussite que vous voyez, la personne, il y en a même qui pensent que la personne ne mérite pas ce qu'elle a. Alors que, derrière ce que vous voyez, la personne a beaucoup travaillé pour ça. Il y a eu beaucoup de nuits blanches, il y a eu beaucoup de moments de doute, beaucoup de pleurs. Tu connais pas cette réalité-là. Tu sais pas combien de sacrifices la personne elle a dû faire pour être là où elle est aujourd'hui. Et tu n'as pas à envier ça. Et à la fin de la journée, vous n'avez pas forcément les mêmes destinées. Dieu a un plan pour tous. Arrêtez d'envier la vie des gens alors que vous saviez pas combien elles endurent pour avoir ce qu'elles ont. Mm-hmm. Si on te met dans les mêmes baskets que la personne, je te jure que tu t'aimerais même pas une journée. Ça, c'est vrai. C'est très vrai. Période. C'est moi. Oui, c'est toi. Quelle pression te pèse le plus? Familiale, sociale ou personnelle? Moi, c'est personnel. Hein. Parce que... Oui, moi, j'ai peur de tellement rater ma vie. C'est ça. Moi, c'est personnel. Parce que moi, je pense que la pression familiale, c'est quand tes parents eux-mêmes te mettent la pression. Ou sociale. Moi, je m'en fous du regard des gens, franchement. C'est moi contre moi. Du coup, je pense que c'est mes propres pressions. Mes propres attentes de la vie qui mettent la pression. Sinon, ça va. Je pense que c'est personnel de mon côté aussi. Je me mets la pression tout seul. Sinon, mes parents ne me mettent pas la pression. Et même, ils ont dit qu'ils n'attendaient rien. C'est comme ça, eux tous ils parlent là. Ils ont dit qu'ils ont fini pour eux. Ce que tu vas faire là, c'est pour toi-même tu vas faire. Ça te regarde quoi. Voilà. C'est toi et ta vie. C'est vraiment dur. Non, c'est dur. Genre, dans notre génération là, presque tu as l'impression que tout le monde a l'argent, tout le monde est riche, tout le monde est bien posé, tout le monde a réussi. Or que... c'est les réseaux sociaux qui parce que la dernière fois, j'ai parlé de ça avec ma soeur. J'ai vu la story d'un gars, je disais, mais lui, quand tu vois sa story, il est riche. Or que la dernière fois, il est venu te quémaner de l'argent. Tu vois le contraste entre les deux, j'étais choquée. Mais bon, les réseaux sociaux. Nous tous en ment. Je pense que c'est qui va monter sur mon mauvais côté. Vraiment. Je pense que c'est... Tu sais, avant, il n'y avait pas trop les réseaux sociaux. On ne se montrait pas trop dessus. C'est pas, tu vois... C'est TikTok qui a tout gâché. Voilà, TikTok fait que maintenant, tu regardes la vie de l'autre. Je te montre ce que je veux te montrer, en fait. C'est ça. Et toi, tu vas regarder ça pour dire... tout va bien chez elle et tout. Comme Dieu, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi chez elle, là, c'est bien? Et puis chez ou moi, les gens de même prière.
C'est ça. En plus, le truc, c'est quoi? L'autre jour, j'ai vu sur TikTok, il y avait quelqu'un qui avait fait un contraste entre les deux en disant que comment les gens voient les gens, les gens qui sont venus étudier à l'extérieur et tout, genre la belle vie dans des restos de luxe, tout ça bien habillé, toujours chic et tout. Et qu'en réalité, la personne a montré l'autre facette de la salle et tout. Où tu vois ces mêmes personnes-là, ils sont en train de compter leur argent, ou genre ils sont en train de vérifier leur compte en banque, c'est le rouge et tout. Ils sont en train de manger des œufs avec du pain parce que ça va vraiment pas et tout. Et c'est la triste réalité. C'est les caméras ont tout caché. Sinon, à l'époque, Facebook, il y avait pas ça. En fait, c'est pas parce que tu vois quelqu'un aujourd'hui... On vit vraiment pour les caméras de nos jours. C'est ça. Et puis le pire, c'est que les gens, ils font pas la part des choses. Aujourd'hui, moi, je peux être très bien habillée et tout. Je suis dans un resto de luxe quelque part. Je poste tout ça. C'est pas ma vie 24 heures sur 24, voilà, 7 jours sur 7. Mm-hmm. C'est juste ce jour-là que je suis comme ça. Une fois tous les 4 mois. Voilà. H24, je suis pas comme ça. J'ai les mêmes réalités que vous. Est-ce que tu as eu un choc en te rendant compte que tu n'étais plus chez toi? Je pense que moi, ça nous a pas dit grand-chose. Non, moi, en vrai... Ça m'a pas dit grand... Non, pas un choc, parce que je disais que je pars, je sais pas chez moi, mais je sais plus c'est où chez moi au final. Quand je rentre au Malaisie, je rentre de Ouah, je sais pas si je rentre, si je retourne, je sais même pas. En tout cas, j'ai fait des allers-retours, mais où est chez moi au final? C'est vrai. Ça, c'est vrai, ça aussi c'est vrai. C'est vrai. On vit entre deux mondes, Ouais. deux réalités différentes. Deux cultures, deux pays, deux climats, Deux langues, de tout en fait. même deux conditions de vie. Clairement. Rien n'est pareil. Du coup, vous en foutiez un peu. Bon, tu sais, On fait avec. Vous vouliez venir. Du coup, je crois... Là, on est à la dernière question. Quelle est... Je pense qu'on a parlé de ça. Quelle est la première personne que tu as perdue qui t'a vraiment marqué? je pense qu'on a parlé d'un décès. Ah oui, décès et c'est vrai, tout. c'est pas la même chose. Ouais, mais on n'a pas parlé de ce qui t'a vraiment marqué et tout. Le décès qui t'a le plus marqué. Moi, je vais essayer de deviner pour toi. Après, peut-être je me trompe. Ouais. Mais notre cousine là, Quelle cousine? qui est morte très très jeune. Ah, Décédée. oui. Décédée. Oui, il y a elle, mais c'est pas elle. C'est celle qui était ma meilleure amie et tout, qui est décédée quand on était au second cycle. Parce que quand ma cousine, elle est décédée, j'étais très petite, j'étais très jeune. J'avais pas cette maturité-là de faire la déconnexion, tout ça, tout ça. Mais quand ma meilleure amie, elle est décédée, j'étais adolescente. J'étais adolescente et c'était encore plus pire de dire que quelqu'un avec qui tu es tout le temps, quelqu'un avec qui tu as grandi, quelqu'un avec qui tu avais des projets, que tu perds cette personne-là. Là, tu réalises c'est quoi vraiment la mort en fait. Et qu'est-ce qui est le vide qu'elle crée. C'est pas que les personnes âgées, parce que parfois nous les jeunes, on a tendance Voilà, en plus quelqu'un qui avait ton âge et tout, là c'est encore plus... Tu le ressens encore plus, en fait. Surtout que quand tu avais l'habitude de voir que c'était les grandes personnes qui décédaient et tout, là, tu réalises que, j'aurais pu être à sa place. Il n'y a pas de mort. Toutes les morts m'ont marqué, mais pas marqué au point de... Comme elle l'a dit, j'ai pas vraiment eu ça pour le moment. Moi aussi, je n'ai connu que 2 décès, mes 2 grands-mères là. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ma première grand-mère paternelle là. Parce que elle m'avait appelé, c'est comme elle savait quoi. Elle m'avait appelé, et puis genre, elle était vraiment souffrante, elle était couchée, paralysée et tout. Elle avait le diabète et tout. Et c'était genre, tu sais, il y a l'insécurité au pays et tout. C'est dans un village à Nouna. C'était vraiment un village où on peut même, les routes sont barrées, on peut pas aller là-bas si c'est pas genre en hélico, tout ça. Les hôpitaux... Ils prennent plus quelqu'un. Genre, la condition n'était pas bien. Et elle était paralysée, elle était couchée. Elle venait de revenir, genre, du centre-ville. On venait de la soigner. On lui a dit de rester. Elle a refusé. Elle a dit qu'elle partait pour le mariage aussi, ça. Mais elle est partie, elle n'a même pas fait, genre, 2 semaines.
Et elle m'a appelé genre la veille de son décès pour me parler. Et c'était mon oncle qui tenait le téléphone et puis elle parlait, puis elle pleurait. Et puis elle était là, elle me bénissait en bambara. Alaka. Et puis je disais, on va prendre des mouchards ici. Hein. Et chaque fois qu'elle m'appelait là, elle me bénissait chaque fois à la fin. Tu sais, les parents. Oui, les bénédictions là, ça me fait tellement pleurer. Surtout quand ma grand-mère dit, si on se revoit, je sais pas comment je vais formuler ça en français. Tu peux dire. Il faut faire le robinet qui commence à couler parce que quand elles disent ça, elles sont pas sûres qu'elles vont elles vont rester là. Elles seraient là, non. Donc elle était là, elle me faisait ses bénédictions et puis elle a pleuré. Elle a pleuré, elle a dit, ah Farida, mamie, ça va pas, quelque chose comme ça, regarde. Et puis mon oncle a dit que non, faut pas, elle va pleurer. Ça m'a tellement énervée. J'ai dit, puis il a raccroché, et puis j'ai rappelé, j'ai dit, c'était mon oncle, je l'ai parlé, j'ai dit, pourquoi il va couper? Pourquoi il fait ça? Si elle veut, elle peut pleurer, genre, papa, il va pleurer, moi, me faire pleurer, quoi. C'est quoi ton problème? Et le lendemain, bim, j'entends que... Parce que quand elle a raccroché l'appel, moi j'ai appelé mes parents en même temps. J'ai dit, mamie vient de m'appeler, qu'est-ce qui se passe? Genre, ça me fait mal, qu'est-ce qui se passe? Eux aussi m'ont dit, on lui avait dit de rester ici, elle se sent pas bien. Le lendemain, mon papa m'appelle pour me dire que ça m'a tellement fait mal avec les conditions du village et tout là. Même la mort, elle n'a pas pu voir. On l'a enterré en même temps. Mon papa n'a pas pu venir. Personne. Genre, les conditions, non, ça m'a tellement fait mal. C'est vraiment mal. En plus, je me dis que Farida, dans sa tête, elle se dit, elle aurait pu survivre si elle aurait été dans un autre environnement. Et c'est ça qui fait que ça fait encore plus mal. Le si fait vraiment mal. En vrai, maintenant que tu as parlé de ça, ça me renvoie à la mort d'un de mes oncles. Lui, il est mort de bravure policière. D'injustice. Du coup, ça, la condition m'a vraiment marqué. Mais à la fin de la journée, son âme, il est mort. Mais les conditions de sa mort m'ont vraiment marqué. C'est vraiment triste. C'était de l'injustice. Injuste. Injustice, tu dis, il y a plusieurs et si ça se serait passé comme ça, il serait là. Ouais, et surtout que quand après tu vois qu'on est en train de salir le nom de la même personne, quelqu'un que toi tu connais, qu'on invente des choses sur la personne juste pour ne pas accepter leurs responsabilités, ça encore, ça fait encore plus mal. À la fin de la journée, la personne n'est plus là. C'est ça, Kala. Leurs accords, le repos, c'est tout. Amen. C'est tout ce qu'on peut dire. Amen. Finir sur une note un peu triste quand même. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, qu'avez-vous retenu de cette discussion? Vous avez aimé? Vous avez... C'était bien. On a parlé à cœur ouvert. C'était intéressant. C'était vraiment intéressant de pouvoir parler comme ça. Genre, tu sens même pas que c'est filmé. Ouais, et tu sens même pas que c'est filmé. Tu sens pas la caméra. Nous qui sommes timides, de toute façon, là. Toi, t'es timide. Je suis timide. Ouais, nous qui sommes timides et réservés, on a du mal avec les caméras. Mais genre, tu sentais pas ça. C'était vraiment chill. C'est pas notre truc, quoi. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé le premier épisode et j'espère que ce deuxième épisode vous plaira tout autant. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci à mes magnifiques invités qui ont répondu présentes, qui ont ouvert leur cœur et qui ont parlé sans faille, sans tabou. Mais avant de finir, j'aimerais profiter de ce petit espace que j'ai pour vous dire de prier pour le Mali, pour le nord du Mali. Parce que même si les grands projecteurs du monde ne veulent pas nous voir et ne veulent pas mettre la lumière dessus, nous, on doit y mettre notre cœur. Ces dernières 24 heures, des villages ont été détruits, des familles ont été détruites, des enfants ont été tués. Et c'est vraiment inhumain que ça se passe comme ça. On doit en parler. Plus on en parle, on avance ensemble et on fait de grandes choses. Priez pour le Burkina aussi. Priez pour tous les pays en guerre. Priez pour le Congo, priez pour la Palestine, pour tous les pays en guerre. N'oubliez aucune cause parce qu'à la fin de la journée, c'est les êtres innocents qui meurent. Continuez à en parler, continuez à avancer, continuez à partager les parce publications. Que c'est notre seul moyen de C'est ça. De si les médias ne veulent pas en parler, nous on a une voix et la voix elle compte. Surtout que à la fin de la journée, c'est à nous de faire avancer les choses.
Merci à tous et à toutes et qu'Allah bénisse les peuples opprimés. Amin. On clappe pas pour couper. On clappe pas pour couper. Ma posture là, Je te jure, mon pire